Bonjour à tous. Je vais présenter dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les applications linéaires. Mais avant de commencer la correction de cet exercice, je vais donner un grand merci à tous mes abonnés marocains pour votre fidélité et votre soutien. Je veux leur dire shukran bzef. Je remercie aussi tous les étudiants de la Tunisie qui me suivent, ainsi que les étudiants de l'Algérie, pour votre confiance et votre motivation. Aussi, merci infiniment à tous mes abonnés internationaux pour votre suivi de ma chaîne YouTube. On commence maintenant la correction de cet exercice-là. Donc, l'énoncé, pour n appartient à n, on note Rn crochet x l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. On considère l'application phi définie par phi de p égale p appliqué à x plus 1 moins p appliqué à x, quel que soit p dans Rn crochet x. Donc je rappelle que Rn crochet x, ça c'est l'espace vectoriel en fait des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc cet espace vectoriel-là, il est de dimension n plus 1. La première question, montrer que phi est un endomorphisme de Rn crochet x. Voilà. Allez-y, on va commencer par la première question. Voilà, donc ça c'est la première question. On veut montrer que phi est un endomorphisme. Je rappelle, un endomorphisme, c'est-à-dire c'est une application linéaire telle que l'ensemble de départ égale à celui de l'arrivée. On commence tout d'abord par la linéarité. Donc pour cela, on va prendre deux scalaires, donc soit alpha, bêta, appartient à R. Donc ici, les deux scalaires sont réels parce qu'on travaille dans Rn crochet x. Donc si on travaille dans Cn crochet x, on prend les scalaires complexes. Donc ici, on peut prendre un seul scalaire. D'accord? Comme remarque, on peut prendre un seul scalaire au lieu de deux scalaires. Donc si je prends les deux scalaires alpha, bêta dans R, et on va prendre deux vecteurs dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire deux polynômes dans l'ensemble Rn crochet x. Donc on va prendre P et Q appartient à l'ensemble de départ de notre application, c'est-à-dire Rn crochet x. Maintenant, on va calculer phi de alpha p plus bêta q. Par définition, donc ceci, ça va donner alpha p plus bêta q appliqué à x plus 1, donc ça c'est par définition de l'application phi, moins alpha p plus bêta q appliqué à x. Voilà. Donc ça, c'est la définition de l'application phi. Or, le alpha p plus bêta q appliqué à x plus 1. Ceci, ça va donner alpha p appliqué à x plus 1 plus bêta q appliqué à x plus 1. De même, alpha p plus bêta q appliqué à x, ça va donner alpha p appliqué à x plus bêta q appliqué à x. Donc avec le signe moins, ça va donner moins alpha p appliqué à x moins bêta q appliqué à x. Maintenant, on peut regrouper les termes qui comportent le alpha. Donc voilà, donc regardez bien. Donc ici, on peut mettre alpha en facteur et bêta en facteur. Donc on commence par les quantités qui comportent alpha. Donc ceci, ça va donner alpha facteur p appliqué à x plus 1 moins p appliqué à x. Voilà. Et les quantités, donc ça c'est juste, on a mis alpha en facteur. Maintenant, on va mettre bêta en facteur. Donc, si on va mettre bêta en facteur, donc ça va rester q appliqué à x plus 1 moins q appliqué à x. Voilà. Donc, ceci en regroupant donc, les termes qui comportent alpha et les termes qui comportent bêta. Maintenant, vous pouvez remarquer que cette quantité-là, le p appliqué x plus 1 moins le p appliqué x, ça c'est le phi de p en fait, par définition de phi. Et q appliqué à x plus 1 moins q appliqué à x, ça c'est le phi de q. Juste on a remplacé p par q dans l'expression de phi. Et donc ceci ça va donner alpha phi de p plus bêta phi de q. Et donc vous pouvez remarquer que l'application phi elle est bien linéaire. Donc notre application phi est linéaire. Voilà. Tout simplement parce qu'on a trouvé phi de alpha p plus bêta q, c'est alpha phi de p plus bêta phi de q. Maintenant, il faut montrer que l'ensemble de départ est égal à celui de l'arrivée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que si on prend p dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire Rn crochet x, il faut montrer que phi de p aussi
elle est dans Rn crochet X. Donc d'autre part, maintenant, donc d'autre part, si on va prendre P dans Rn crochet X, donc si P elle est dans Rn crochet X, c'est-à-dire le degré de P elle est inférieur ou égal à N, il faut montrer que phi de P aussi elle est dans Rn crochet X. Pour cela, on calcule le degré de phi de P. Donc on aura, donc on va calculer maintenant le degré de phi de P. Donc le degré de phi de P, en fait, ça c'est le degré de, donc le phi de P c'est quoi en fait? C'est le P appliqué à x plus 1 moins le P appliqué à x. Voilà. Donc ici, on va utiliser la formule le degré de la somme. Donc ça, c'est la somme de deux polynômes. Le premier polynôme, c'est le P appliqué à x plus 1. Et le deuxième polynôme, c'est le moins P de x. Donc ça, c'est une somme en fait. Donc ça, on peut faire apparaître une somme. Donc ça, c'est le plus moins P de x, comme ça. Et donc, le degré de la somme, dans le cas général, elle est inférieur ou égal à max des degrés. Donc, max des degrés. C'est-à-dire, max de degrés de premier polynôme, c'est le P appliqué à x plus 1 et le degré de moins P appliqué x. Voilà. Donc ici, on a utilisé la formule, en fait. Donc je rappelle la formule ici qu'on a utilisé le degré, dans le cas général, de A plus P. Donc ça, c'est dans le cas général, avec A et B sont deux polynômes. Donc inférieur égal max de degré de A et degré de B. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas général. Voilà, donc on a utilisé cette propriété-là. Donc voilà, le degré de la somme est inférieur égal max, degré de A et degré de B. Et donc, on va revenir maintenant. Le degré de P appliqué à x puissant. Donc ça, c'est en fait, c'est le degré de P. Donc, degré de P appliqué à x puissant, ça, c'est le degré de P. Parce que si on parle de P appliqué à x puissant, comme si on a utilisé la loi rond. P rond Q. Avec Q, c'est le polynôme x plus 1. Et vous connaissez que le degré de P rond Q, c'est le degré de P fois degré de Q. Donc ici, le degré de Q égale à 1. Donc le polynôme x puissant, il est de degré 1. Donc le degré de P appliqué à x puissant, ça c'est le degré de P en fait. Et le degré de moins P de x aussi, c'est le degré de P. Donc multiplier un polynôme par sin et moins, ça ne va pas changer le degré. Et donc comme ça, on va obtenir le max entre degré de P et degré de P. Mais ceci est égal à degré de P. Donc le max. Le max entre degré de P et degré de P égale à degré de P. Mais degré de P inférieur égal à n. N'oubliez pas. Parce que déjà, on a pris que P est dans Rn crochet x. Et donc, vous remarquez bien que lorsqu'on prend P dans Rn crochet x, le degré de phi de P il est aussi inférieur ou égal à n. Et ceci, ça va donner que le phi de P, à son tour, il est dans Rn crochet x. Voilà. Donc, pour illustrer cette situation, qu'est-ce qu'on aura? Donc, l'application phi. Donc, si je donne un antécédent P, d'accord, dans Rn crochet x, donc ici l'ensemble de départ, le Rn crochet x, on a remarqué que phi de P, c'est-à-dire l'image, elle est aussi dans Rn crochet x. Voilà. C'est-à-dire, donc ici, vous remarquez bien que l'ensemble de départ est égal à celui de l'arrivée. Donc, si je prends un polynôme P dans le Rn crochet x, aussi l'image, le phi de P, elle est aussi dans Rn crochet x, vu que son degré il est inférieur ou égal à n. Et donc ici, le départ égale l'arrivée. L'ensemble de départ égale à celui de l'arrivée. Voilà. Donc d'une part, on a la linéarité, d'autre part, on a l'ensemble de départ égal à celui de l'arrivée. Et donc, comme ça, on peut conclure que notre application phi est un endomorphisme. Voilà. Donc, phi est un endomorphisme de Rn crochet x. Voilà. C'est un endomorphisme de Rn crochet x. Ou bien, comme notation mathématique, on peut écrire comme ça. Donc, on écrit phi appartient à L, comme ça, Rn crochet x. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des endomorphismes de Rn crochet x. Voilà. Donc, ça, c'est la notation mathématique, en fait. Phi appartient à L de Rn crochet x, c'est-à-dire c'est un endomorphisme de Rn crochet x, c'est-à-dire une application linéaire de Rn crochet x vers Rn crochet x. Maintenant, la deuxième question, donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question, montrer que P appartient à Ker de phi, équivalent à dire que P de K égale P de 0, quel que soit K dans N. Voilà, ça c'est la deuxième question. Allez, donc
On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, donc, elle comporte une équivalence. Pour cela, on va commencer par la première implication. Voilà. Donc, on commence par cette implication-là, de gauche à droite. Donc, on appelle ça l'implication directe de gauche à droite. Voilà. Donc, on va commencer tout d'abord par cette implication-là. C'est-à-dire, on suppose que P elle est dans quel de phi, dans le noyau de phi, et on va montrer que P de K égale P de 0, quel que soit K dans N. Donc ici, par hypothèse, donc notre hypothèse, c'est le fait que P elle est dans Ker de phi. Voilà, ça c'est l'hypothèse. Et la question, on veut montrer que le P de K égale P de 0, quel que soit K dans N. Voilà. Donc on peut montrer ça par récurrence. Donc on peut montrer ce résultat-là par récurrence. Déjà, c'est une propriété qui dépend de K. Je rappelle que la récurrence se repose sur trois étapes. La première étape, c'est la vérification pour K égale 0. Donc c'est l'initialisation donc pour le pas initial. La deuxième étape, c'est l'hypothèse de récurrence dans laquelle on va supposer que la propriété reste vraie jusqu'à l'ordre K. Et troisième étape, on montre que la propriété elle est vraie à l'ordre K plus 1. Donc tout d'abord, on montre que la propriété elle est vraie pour K égale à 0. Donc pour K égale à 0, on va remplacer K par 0. Donc on va obtenir P de 0 égale P de 0. Donc ça c'est vrai en fait. Donc ça c'est évident, ça c'est vrai, évident. Donc la propriété elle est évidente, elle est vraie pour K égale à 0. Donc on va remplacer K par 0. Voilà, donc on va remplacer ce K-là par 0. Donc si je remplace K par 0, on va obtenir P de 0 égale P de 0, ce qui est vrai. Maintenant, la deuxième étape de récurrence, on fixe un K dans N, soit K appartient à N fixé, et on suppose, voilà, donc ça s'appelle la supposition, bien l'hypothèse de récurrence, on suppose que la propriété, on suppose que la propriété, donc la propriété c'est-à-dire P de K égale P de 0, est vraie ou bien reste vraie jusqu'à l'ordre, ou bien on dit le rang jusqu'à l'ordre K. Donc lorsqu'on dit jusqu'à l'ordre K, c'est-à-dire elle est vraie à l'ordre K, K-1, K-2, jusqu'à l'ordre 0 déjà, qu'on a déjà montré. Et la troisième étape, maintenant, on va montrer que la propriété elle est vraie à l'ordre K plus 1. Donc on va montrer que la propriété, on va montrer dans la troisième étape, que la propriété est vraie ou bien reste vraie à l'ordre K plus 1. Donc ici, lorsqu'on dit il est vrai à l'ordre K plus 1, c'est-à-dire on va remplacer K par K plus 1. C'est-à-dire on va montrer que P appliqué à K plus 1 égale P appliqué à 0. Voilà. Donc ici, juste, on a remplacé K par K plus 1. Voilà. C'est ça la question. On veut montrer que P appliqué à K plus 1 égale P appliqué à 0. Maintenant, on va revenir à notre hypothèse. Donc, notre hypothèse, c'est le fait que P appartient à Ker. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé l'hypothèse. Donc, je reviens à l'hypothèse. On a déjà le P appartient à Ker de phi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que phi de P égale 0. Donc, ça, c'est par définition de Ker. Un élément dans le Ker, c'est-à-dire son image égale 0 de l'arrivée. Donc, ici, le phi de P égale 0 de l'arrivée, c'est-à-dire le polynôme nul. Or, le phi de P, c'est le P appliqué à x plus 1 moins le P appliqué à x. Et donc, ceci, ça va donner 0. Donc, ceci donne immédiatement que P appliqué à x plus 1 égale P appliqué à x. Voilà. Maintenant, donc, je reviens à notre question. Notre question, on veut montrer que P appliqué à k plus 1 égale P appliqué à 0. Donc, le P appliqué à k plus 1, d'après ce dernier passage, c'est le P appliqué à K en fait. D'accord? Donc on a P appliqué à X puissant égale P appliqué à X. Si je remplace X par K, on va trouver que P appliqué à K puissant égale P appliqué à K. Mais le P appliqué à K, ça c'est le P appliqué à 0. Et pourquoi ça? Ça c'est d'après l'hypothèse. Donc ici on a dit qu'on suppose que la propriété reste vraie jusqu'à l'ordre K. Donc cette égalité elle est vraie en fait. Donc cette égalité, ça c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire c'est la deuxième étape de la récurrence. D'accord? Et donc, voilà, on a trouvé le résultat voulu. On a trouvé que P de K plus 1 égale P de 0. Donc, le P de K plus 1, c'est le P de K, d'après le fait que P, elle est dans le cœur de phi. Et le P de K, c'est le P de 0,
par hypothèse de récurrence. Et donc ceci, ça va donner que le P appliqué à K plus 1 égale le P appliqué à 0. Et ça, c'est le résultat voulu. Voilà. Donc, d'après le principe de raisonnement par récurrence, voilà, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de raisonnement par récurrence, on aura donc le résultat voulu, c'est-à-dire on aura que P de K égale P de 0, et ceci, quel que soit K, appartient à N. Voilà. Donc, je rappelle, donc je résume en fait, la récurrence se repose sur trois étapes. La vérification pour K égale à 0. Ensuite, on suppose que la propriété reste vraie jusqu'à l'ordre K. Et la troisième étape, c'est le passage du rang K au rang K plus 1, ou bien de l'ordre K à l'ordre K plus 1, dans lequel on montre que la propriété elle est vraie à l'ordre K plus 1. Voilà. Donc tout ceci, c'est le premier sens. Je rappelle que ceci, c'est le premier sens, le sens direct de gauche à droite. Maintenant, on va faire donc l'autre sens. Donc l'autre sens, voilà, c'est l'autre implication en fait. C'est l'implication indirecte, on appelle ça, de droite à gauche. Maintenant, voilà, donc dans ce cas-là, l'hypothèse, c'est quoi en fait? L'hypothèse, c'est le P de K égale P de 0. Quel que soit K appartient à N. Et la question, on veut montrer que le P, elle est dans cœur de phi. Voilà. P, elle est dans le noyau de l'application phi. Voilà. C'est ça notre question en fait. Donc ici, l'hypothèse, d'après l'hypothèse, qu'est-ce qu'on a? On a P de K égale P de 0. Donc ici, on a, ça c'est d'après l'hypothèse, P de K égale P de 0, quel que soit K dans N. Quel que soit K dans N. Donc ici, c'est-à-dire, si je prends un entier naturel, donc ici le K c'est un entier naturel, pour tout entier naturel, on a cette égalité-là. P de K, c'est P de 0. Donc, on peut dire facilement que le P de K plus 1 aussi, ça sera P de 0. Et pourquoi ça? Parce que le K plus 1, déjà, c'est un entier naturel. Donc, le K plus 1, il va jouer le rôle de 2K. Donc, le K plus 1, c'est un entier naturel. Donc, vous connaissez, si K est un entier naturel, aussi le K plus 1, c'est un entier naturel. Donc, ça, on peut le poser K'. Donc, ça, c'est un entier naturel. K est un entier naturel, le K plus 1 aussi, c'est un entier naturel. Donc, on peut appliquer notre hypothèse pour K plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura P de K égale P de 0 et P de K plus 1 égale P de 0. Et donc, ceci, ça va donner que P de K plus 1, en fait, c'est le P de K. Voilà. P de K plus 1, c'est le P de K. Et ceci, quel que soit K, appartient à N. Voilà. Et donc, on peut maintenant généraliser le résultat. C'est-à-dire, le P appliqué à x plus 1, ça sera le P appliqué à x. Voilà. Donc, ici, on a généralisé. Donc, cette propriété, elle est vraie pour les entiers naturels. Donc, elle est vraie partout. On peut généraliser ça. Comme si P, donc ça sera le polynôme constant. Comme vous pouvez remarquer, P de 1, c'est le P de 2. P de 2, c'est le P de 3. P de 3, c'est le P de 4, ainsi de suite. Comme si on a P, c'est un polynôme constant. Donc, P, ça sera un polynôme constant. Donc, on peut généraliser le résultat et on va voir que P appliqué à x plus 1, c'est le P appliqué à x. C'est-à-dire, la différence P appliqué à x plus 1 moins le P appliqué à x, ça va donner le polynôme nul, 0. Or, P appliqué x plus 1 moins P appliqué x, ça c'est quoi? Ça c'est le phi de P. Le phi de P, donc ça sera 0. Et lorsqu'on dit phi de P égale à 0, ceci donne que le P, elle est dans le noyau de phi. Voilà. P, elle est dans le cœur de phi. Et ça, c'est le résultat voulu. Voilà. Comme ça, donc, on a prouvé le deuxième sens, ou bien la deuxième implication. En utilisant l'hypothèse P de K égale P de 0, quel que soit K dans N, on a pu montrer que P, elle est dans cœur de phi. Voilà, donc comme conclusion maintenant, on aura l'équivalence, c'est-à-dire P appartient à cœur de phi. Ceci est équivalent à dire que P de K égale P de 0, quel que soit K appartient à N. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion en fait. On a l'équivalence voulue. On revient maintenant à l'énoncé, mais maintenant avec la question 3. En déduire cœur de phi. En déduire cœur de phi, c'est-à-dire on va déduire le noyau maintenant. Le noyau de notre application phi. Donc la question 3, en déduire le cœur de phi. Donc qu'est-ce qu'on a déjà d'après la question précédente? Donc ici, d'après la question 2,
qu'est-ce qu'on a? On a une équivalence. Si on prend P dans le noyau de phi, on a montré que ceci est équivalent à dire que P de K égale P de 0, quel que soit K appartient à N. Déjà, comme j'ai mentionné précédemment, le polynôme P, ça sera constant, clairement. En effet, donc si je pose, on pose le polynôme Q, par exemple, on va poser Q, c'est le P moins P de 0. Donc on va poser ce polynôme-là. Q égale P moins P de 0. Donc si je calcule le Q de K, ça sera quoi? Le Q de K, c'est le P appliqué à K moins P appliqué à 0. D'accord? Et ceci, quel que soit K appartient à N. P de K, c'est le Q de K, c'est le P de K moins le P appliqué à 0. D'accord? Or, ça c'est 0. Ça c'est 0 d'après l'hypothèse. Parce que déjà, on a P de K égale P de 0. Donc bien sûr, on va prendre P dans le cœur de phi. Et ceci, ça va donner que P de K égale P de 0. Et donc P de K moins P de 0, ça va donner 0. Et lorsqu'on dit Q de K égale à 0, ceci implique que K est une racine de Q. Donc je rappelle, une racine, c'est-à-dire c'est la valeur où le polynôme s'annule. Q de K égale à 0, et donc c'est-à-dire K est une racine de Q, et ceci quel que soit K. Donc imaginez la situation, on a 0 est une racine de Q, 1 est une racine de Q, 2 est une racine de Q, ainsi de suite. C'est-à-dire Q va admettre une infinité de racines. Donc Q admet une infinité de racines. Parce que tous les entiers naturels seront des racines en fait. D'accord? Donc tous les entiers naturels seront des racines de Q. Et le polynôme qui admet une infinité de racines, c'est le polynôme nul en fait. Voilà. Donc vous connaissez que le polynôme nul, il admet une infinité de racines déjà parce qu'il s'annule toujours. Par contre, le polynôme constant, différent de 0, par exemple le polynôme 5, n'admet aucune racine parce qu'il ne s'annule jamais. Donc Q égale à 0. Et lorsqu'on dit Q égale à 0, c'est-à-dire le P moins P de 0 égale à 0. Donc n'oubliez pas que Q, on a posé dès le début, Q c'est le P moins P de 0. Donc lorsqu'on dit Q égale à 0, c'est-à-dire P moins P de 0 égale à 0. Et ceci, ça va donner que le polynôme P égale P de 0. Or, le P de 0, c'est une constante. En fait, le P de 0, c'est une constante. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Tout polynôme P dans le cœur de phi, donc voilà, donc on a dit dès le début, P appartient à un cœur de phi, on a trouvé finalement que ce P égale à constante. Alors, on peut affirmer maintenant que le noyau de phi, le noyau, il est formé par les polynômes constants. D'accord? Il est formé par les polynômes constants, c'est-à-dire les polynômes qui appartiennent à R. Et donc ceci, c'est R en fait. C'est le R. Les polynômes constants, ou bien les polynômes constants. Donc ici, désolé, donc on va dire, donc il faut être fidèle quand même à la langue française. Donc on dit les polynômes, un polynôme, donc un polynôme constant. Donc les polynômes constants, c'est-à-dire c'est l'ensemble R. C'est-à-dire les polynômes de la forme 1, 5, racine de 2, 3, ainsi de suite. Donc c'est les polynômes constants. Ou bien on peut dire ça c'est le R0 crochet X. Parce que n'oubliez pas, les polynômes constants sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc si la constante elle est non nulle, le degré est 0. Et si la constante elle est nulle, c'est-à-dire le polynôme nul, il est de degré moins l'infini. Donc ça c'est le R0 crochet X. Voilà, donc ça c'est le Kerr de phi. On passe maintenant donc à la question 4. Phi est-il un automorphisme de Rn crochet X? Justifie la réponse. Voilà. Phi est-il un automorphisme de Rn crochet X? Et on va justifier la réponse. Donc ici, je rappelle, un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Et pour avoir la bijectivité, il faut montrer que phi elle est injective et surjective. Pour montrer que phi est injective, il suffit de montrer que Kerr de phi égale singleton 0. Mais déjà, on a trouvé le Kerr de phi dans la question précédente. À quoi est égal Kerr de phi? On a trouvé que ça, c'est égal les polynômes constants. D'accord? Voilà, donc on a dit que Kerr de phi, déjà, il est formé par R. Voilà, on a dit que ça, c'est R. Et donc, ça, c'est différent de le polynôme nul. Voilà. Il est différent de polynôme nul. D'accord? C'est-à-dire, phi n'est pas injectif. Donc phi n'est pas injective. Donc si on trouve le Kerr différent 0, c'est-à-dire que l'application n'est pas injective.
Et si l'application n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. Phi n'est pas bijective. Et puisqu'elle n'est pas bijective, on dit que phi n'est pas un automorphisme. Donc dans ce cas-là, on dit que phi n'est pas un automorphisme. Voilà. Phi n'est pas un automorphisme, tout simplement parce que déjà, il n'est pas bijective.